Le MBTI est un outil d'évaluation déterminant le type psychologique d'un sujet, suivant une méthode proposée en 1962 par Isabelle Briggs-Meyer et Catherine Cook-Briggs. Ce test consiste à classer le sujet parmi 16 types de personnalités différents à partir d'une évaluation de la personne selon 4 grands axes. L'axe extraversion-introversion qui définit votre manière de regagner de l'énergie dans le monde extérieur ou dans le monde intérieur, c'est-à-dire avec d'autres personnes ou bien tout seul. L'axe intuition-sensation qui définit votre manière de recueillir de l'information, plutôt avec les faits et le concret, ou plutôt en imaginant de nouvelles possibilités. L'axe pensée-sentiment qui définit votre manière de prendre des décisions, plutôt avec votre raison ou bien plutôt avec vos sentiments. Et l'axe perception-jugement qui définit votre mode d'action, si vous avez un mode de vie plutôt souple ou plutôt organisé. Une fois le test MBTI officiel passé, une lettre dans chaque duo vous est attribuée et vous obtenez alors votre type MBTI en combinant ces 4 lettres. Dans la pratique, nous ne sommes jamais tout l'un ou tout l'autre sur chacun des axes, mais nous avons des préférences qui peuvent être plus ou moins marquées et qui évoluent bien souvent au cours de notre vie en fonction de nos expériences. Bien que le MBTI soit maintenant une marque déposée et que seuls des praticiens agréés MBTI puissent faire passer ce test, certains sites internet proposent gratuitement des variations du test officiel pour permettre de vous situer parmi ces 16 types de personnalités. Mais tout ça, ce n'est que la surface, car pour comprendre vraiment comment le MBTI fonctionne, il faut remonter encore un peu dans le temps et revenir aux théories de Carl Jung qu'il publia en 1920 dans son ouvrage intitulé Type psychologique. Du coup, oublions ces 4 lettres pendant un moment et écoutons ce que Jung a à nous dire. Selon lui, chez l'homme, il existe 4 fonctions psychologiques. La sensation, c'est-à-dire notre faculté à nous placer dans et à percevoir le présent. L'intuition, c'est-à-dire notre faculté à faire une évaluation globale de la situation. La pensée, c'est-à-dire notre intellect. Et le sentiment, c'est-à-dire l'évaluation affective. Vous remarquerez qu'on reconnaît ici les lettres du milieu dans les types MBTI et ce n'est pas une coïncidence. Là aussi, ces fonctions vont par pair et permettent de définir notre façon d'observer par la sensation ou l'intuition et notre façon de décider par la pensée ou le sentiment. Jung ajoute également dans sa théorie que ces 4 fonctions sont orientées, soit vers l'extérieur, auquel cas on dira que la fonction est extravertie, soit vers l'intérieur, auquel cas on dira que la fonction est introvertie. On a donc 4 fonctions avec chacune 2 orientations possibles, on arrive donc à 8 fonctions cognitives que chaque être humain est a priori capable d'utiliser. Du coup, voyons chacune d'entre elles un petit peu plus en détail. La sensation extravertie est une fonction qui observe consciemment le monde extérieur et qui en recueille chaque détail afin de se faire une image réaliste et détaillée de ce qui l'entoure. Elle vit dans le présent, dans le ici et maintenant et est considérée comme la plus connectée aux faits réels des 8 fonctions. Quelqu'un avec une forte sensation extravertie aura souvent soif d'aventure et de sensations par exemple, il osera probablement ce que d'autres n'avaient pas envisagé, et grâce à son attention particulière, il sera souvent le premier à réagir en cas de besoin, sans avoir peur de mettre les mains dans le cambouis. La sensation introvertie est une fonction qui se souvient et observe consciemment les informations accumulées par les sens durant la vie afin d'en tirer des conclusions. Elle compare les faits à ses expériences vécues et conserve les données qui résultent de ces comparaisons pour des expériences ultérieures. Quelqu'un avec une forte sensation introvertie sera par exemple souvent très attentif à ses responsabilités, il est rare qu'il oublie une information ou une tâche, encore moins si elle est importante. Il aura un excellent sens pratique, une certaine minutie et de bonnes capacités de concentration par exemple. L'intuition extravertie est une fonction qui fait intuitivement des liens entre les informations qu'elle recueille autour d'elle et crée de nouvelles choses sur base de ces liens. Elle perçoit les possibilités nouvelles dans le monde physique, interprète les données et comprend les non-dits. Quelqu'un avec une forte intuition extravertie est précieux lors de brainstorming car il a tendance à proposer plein d'idées et à sortir du cadre de réflexion ordinaire lorsqu'il cherche des solutions aux problèmes. L'intuition introvertie est une fonction qui fait intuitivement le lien entre les idées neuves et l'inconscient et ses contenus. Contrairement à une intuition extravertie, cette fonction marche sur une base de prérequis puisqu'elle lie les nouvelles informations au contenu déjà assimilé pour créer une image globale. Elle voit les possibilités pour le futur et conçoit de nouvelles façons de voir les choses. Quelqu'un avec une forte intuition introvertie fait souvent preuve d'une certaine détermination dans la poursuite de ses objectifs et a tendance à devenir un expert dans son domaine favori car il ne se lasse jamais de creuser et de perfectionner. Le sentiment extraverti est une fonction qui organise et arrange le monde extérieur sur base de critères moraux et en vue de satisfaire les personnes de son entourage. Elle communique, tient compte des autres, organise les groupes pour satisfaire leurs besoins et maintient les valeurs au sein du groupe. Elle cherche l'harmonie et est facilement blessée par le conflit ou la critique. Quelqu'un avec un fort sentiment extraverti sera par exemple très empathique et aura tendance à créer cette connexion harmonieuse avec son
son entourage en prenant soin des autres. Il aura le contact facile et devinera facilement les besoins de ses interlocuteurs. Le sentiment introverti est une fonction qui classe ses valeurs et décide de ce qui est bon ou mauvais moralement. Elle cherche aussi à comprendre les valeurs des autres. Son mode de fonctionnement tout entier dépend d'un code moral très précis. Cette fonction cherche l'harmonie de ses actions et pensées avec ses valeurs personnelles. C'est une fonction idéaliste. Quelqu'un avec un fort sentiment introverti fera par exemple en sorte que ses actions soient toujours les plus cohérentes possibles avec ses principes, et il sera le premier à s'insurger s'il est témoin d'agissements qui lui semblent cruels et injustes. La pensée extravertie est une fonction qui cherche à organiser, à ordonner, afin de rendre un système ou une action plus efficace. Cette fonction synthétise, garde uniquement les informations concrètes et essentielles au bon déroulement d'une action, elle applique la logique, structure et vérifie les conséquences sur le monde physique. Quelqu'un avec une forte pensée extravertie aime consulter les personnes de son entourage par exemple, pour connaître leur point de vue, même s'ils ne l'approuvent pas forcément, afin de mieux saisir comment il doit adapter sa communication pour être compris et accepté. Et pour finir, la pensée introvertie est une fonction qui cherche une logique et une cohérence dans le monde des idées. Elle arrive facilement à cerner un concept, un système complexe ou une idée abstraite, elle clarifie les définitions et cherche le mot juste afin de recevoir plus de précision au sujet d'une idée. Cette fonction évalue et classe les informations en fonction de modèles qu'elle a elle-même établis, puis vérifie si les informations correspondent ou non au modèle. Quelqu'un avec une forte pensée introvertie sera donc souvent peu dépendant des normes sociales et se fiche souvent royalement du regard des autres. Il aura assez confiance en sa réflexion et en sa logique pour ne pas se laisser influencer par le groupe. Bon, donc si on résume rapidement, on a des fonctions d'observation et des fonctions de décision. Pour l'observation, on a SE et SI qui s'attachent aux faits observables. SE préfère les recueillir et SI préfère les organiser, mais on a aussi NE et NI qui s'attachent eux aux structures abstraites. NE préfère les recueillir et NI préfère les organiser. Et du côté de la décision, on a FE et FI qui décident en fonction de valeurs. FI priorise les valeurs personnelles et FE priorise les valeurs de l'attribut, c'est-à-dire des gens qui l'entourent, mais on a aussi TE et TI qui décident en fonction de la raison, TI priorisant les raisons personnelles, alors que TE priorise les raisons de l'attribut. Bon, c'est sûr, ça fait beaucoup de choses, du coup si vous voulez maîtriser le sujet un petit peu mieux, je vous conseille de lire les sources de cette vidéo à tête reposée. Quoi qu'il en soit, il y a 8 fonctions cognitives, et en théorie, chaque être humain est capable d'utiliser ces 8 fonctions, mais on a tous nos préférences. D'après Jung, parmi toutes ces fonctions, on en a tous 4 qui nous sont particulièrement familières. La première, c'est une fonction que l'on a développée durant la petite enfance, c'est celle-là que l'on utilise le plus naturellement, mais aussi le plus souvent, on l'appelle notre fonction dominante, et ça peut être n'importe laquelle des 8 fonctions cognitives. Pour moi, ça sera TI, mais pour vous, ça sera peut-être TE, FI ou même NE par exemple. Ensuite, vient notre fonction auxiliaire, qui se développe souvent durant l'adolescence. C'est une deuxième fonction qui vient équilibrer la première, elle figure sur l'axe opposé à celui de la fonction dominante, et son énergie provient du monde complémentaire. La troisième est la fonction tertiaire. On la développe souvent au début de l'âge adulte, elle est le complément de la fonction auxiliaire, mais d'orientation différente. Et pour finir, on a la fonction inférieure, celle que l'on maîtrise le moins. Si on arrive à la développer, c'est souvent pas avant d'avoir atteint le milieu de sa vie. Le plus souvent, elle est la source de nos erreurs et de nos susceptibilités, mais c'est aussi le réservoir inconscient créatif et le potentiel de notre développement. Cette fonction inférieure est nécessairement le complément de la fonction dominante. Pour ce qui est des 4 autres fonctions, c'est difficile de trouver des sources fiables qui en parlent, mais il semblerait que nos 5, 6, 7 et 8e fonctions travaillent en fait dans notre inconscient. Comme vous l'avez compris, on développe nos 4 fonctions avec le temps et de manière inégale. Et puisque l'ordre de nos fonctions est sous la forme ODDO ou bien DOOD, car pour rappel chaque fonction cognitive est soit une fonction d'observation, soit une fonction de décision, chacun d'entre nous aura souvent une personnalité très marquée concernant l'observation ou bien la décision, pendant que l'autre aspect sera plus équilibré, en tout cas à l'âge adulte, car les fonctions auxiliaires et tertiaires sont opposées et viennent alors créer un équilibre plus stable en comparaison de l'opposition entre notre fonction dominante et inférieure. Prenons l'exemple d'un TI NE-SI FE que l'on appellera Raphaël complètement au hasard. Raphaël sera alors très bon pour prendre des décisions de manière logique et rationnelle, il observera le monde principalement grâce à son intuition qui le pousse à accueillir beaucoup d'informations abstraites, mais cela sera un peu compensé par sa sensation qui cherchera à organiser ces informations. Par contre, Raphaël aura du mal à appréhender les sentiments des gens qui l'entourent et à les prendre en compte pour prendre des décisions.
Au final, c'est à partir de l'ordre de ces 4 fonctions cognitives que les types MBTI ont été créés. Pour passer de l'un à l'autre, c'est assez simple. Votre fonction dominante et auxiliaire définissent les 2 lettres du milieu de votre type MBTI. L'orientation de votre fonction dominante définit la première lettre de votre type, et pour ce qui est de la dernière, il faut regarder laquelle des 2 premières fonctions est extravertie. Si c'est votre fonction de perception, c'est-à-dire d'observation, qui est extravertie, alors vous serez P. Si c'est votre fonction de jugement, c'est-à-dire de décision, qui est extravertie, alors vous serez J. Effectivement, votre première fonction extravertie est relativement importante à prendre en compte dans votre personnalité, car étant tournée vers le monde extérieur, c'est elle qui se verra le plus aux yeux des autres, même si ce n'est que votre fonction auxiliaire. Avant de conclure, faisons un petit aparté. Initialement, lorsque Jung concevait ces théories, l'orientation de la fonction tertiaire était en opposition à la fonction principale. Les théories développées ensuite par Isabelle Briggs-Meyer et Catherine Cook-Briggs pour le MBTI ont inversé son orientation. À l'heure actuelle, la question n'a pas encore été véritablement tranchée, plusieurs théories existent, à tel point que certaines sources ne précisent même pas l'orientation des fonctions tertiaires. Par ailleurs, certaines théories qui s'éloignent un petit peu du MBTI classique affirment qu'un bon nombre de personnes ont en fait une fonction tertiaire plus développée que leur fonction auxiliaire, ce qui expliquerait alors pourquoi certaines personnes du même type peuvent être plus ou moins introverties ou extraverties que les autres. Par ailleurs, il semblerait que certains facteurs puissent influencer, voire même empêcher le développement de fonctions. L'éducation, le milieu ou les événements traumatisants peuvent en être la cause. En cas de blocage, une fonction peut se développer avec une orientation opposée à celle qui était initialement prévue. Pour conclure, vous comprenez bien que la théorie derrière le MBTI va plus loin que simplement 4 lettres qui sont loin d'être indépendantes les unes des autres. Le but de cette théorie des personnalités n'est pas de mettre des gens dans des cases, ni même de vous dire qui vous êtes, mais seulement de vous donner une carte pour que vous arriviez à vous diriger dans votre tête, pour ainsi que vous compreniez comment vous fonctionnez. Cela peut vous permettre de mieux vous connaître, de renforcer certaines de vos faiblesses ou au contraire d'avoir conscience de vos atouts, mais aussi de mieux appréhender les personnes qui vous entourent en essayant de comprendre comment ils fonctionnent et en acceptant qu'elles ne soient pas comme vous. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à déterminer quel est votre type et à en apprendre plus sur votre personnalité. Je vous mets des liens dans la description pour avoir plus d'informations à ce sujet. J'espère que ça vous intéressera. N'hésitez pas à partager vos résultats de type de personnalité dans les commentaires. Personnellement, je trouve ce sujet passionnant et ça m'a permis de mieux comprendre certains aspects de ma personnalité et du coup également de mieux m'accepter.